Donc, bonjour, hi. Mon nom est Gabrielle Legendre. Je suis l'animatrice de la communauté de pratique pour la sécurisation culturelle en santé et en services sociaux. Et je suis aussi l'animatrice de la communauté de pratique continuum de services de soutien à l'autonomie des aînés pour le volet CHSLD. Donc, aujourd'hui, c'est un événement particulier. Donc, on vous propose un webinaire commun pour vous présenter trois initiatives porteuses qui visent à rendre les milieux de vie en CHSLD plus adaptés aux réalités des aînés autochtones. Donc, ça va être l'occasion de mettre en lumière des initiatives, des actions concrètes qui favorisent l'inclusion, la communication, mais aussi la bientraitance, tout en ouvrant un espace d'échange sur les pratiques inspirantes à travers le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, pour débuter, je vais inviter le premier établissement à se présenter et nous partager son expérience. Donc, oui, Marie-Ève, Donc, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez mon tout écran? fonctionne. On voit ton Parfait. écran, puis on t'entend. Bon, Fait que super. je te laisse la place. Parfait. Donc, mon nom, c'est Marie-Ève Barbeau. Je suis agente de liaison en sécurité culturelle au CR3S de la baie James. Moi, je travaille dans la direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique. Puis, notre CR3SB James couvre les installations de santé dans les 5 villes jamaisiennes qui sont situées dans la région administrative du nord du Québec, puis plus précisément dans le territoire USG-Bay James. Donc, on est dans le sud du nord du Québec. On est les voisins de 9 communautés CRI qui, eux, sont desservis par le Conseil CRI de la santé qui va présenter après nous. À Chibougamau, nous avons un CHSLD de 32 lits où nous accueillons également des aînés des communautés CRI. Puis en ce moment, on a 4 résidents CRI. Et notre présentation aujourd'hui concerne le partenariat que nous avons fait avec des organisations, des communautés autour de nous pour que les activités là, du CHSLD répondent mieux aux besoins des usagers CRI. Donc, je vais passer la parole à Caroline Gagnon, ma collègue, pour qu'elle puisse se présenter. Donc, moi, je t'entends pas, Caroline. Je sais pas si ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK, bon, parfait. Excusez-moi, je recommence. Donc, Caroline Gagnon, je suis éducatrice spécialisée au CHSLD Boréal depuis presque 20 ans. Euh, Déjà, je suis native de Chibougamau. J'ai grandi également dans les communautés, avec toutes les communautés environnantes. Au CHSLD, on a toujours eu des personnes autochtones, des fois plus, des fois moins, mais on y allait toujours. On n'a jamais sorti du milieu. On a toujours gardé, resté sur place avec nos résidents. On faisait de la bannique, de la cuisson de viande différente, mais on sortait pas. Pas par manque d'intérêt, mais plus par manque de budget, aussi de contact à l'extérieur, comme la distance est quand même de 1h30. 1h30 là, pour se rendre sur les communautés. On connaissait, par contre, on connaissait quand même le centre d'amitié autochtone qui était à Chibougamau directement, mais pas les partenaires sur les communautés. On savait même pas qu'il y avait un MSDC là-bas, un centre de jour. Donc, avec l'arrivée de Marie-Ève, celle qui est Marie-Ève Barbeau, plusieurs liens se sont faits et c'est ce qui nous a permis là, de développer là, la présentation d'aujourd'hui. Donc, pour la présentation, on va vous parler des origines du projet. Ensuite, on va parler des différents partenaires, les activités qu'on a réalisées, les impacts de nos activités sur les résidents et les défis et les opportunités là, pour la suite du projet. Donc, à l'origine du projet, ce fut un appel de Laurie Bergeron, notre collègue là, du Conseil CRI qui va présenter juste après nous. Laurie est conseillère en bientraitance des aînés pour le Conseil CRI de la santé, puis elle nous contactait pour nous informer d'un appel à projet
en bientraitance pour les aînés. Puis Laurie tâtait le terrain pour déposer un projet commun pour les aînés CRI du CHSLD à Chibougamau. Finalement, on n'a pas déposé de projet à ce moment-là, mais on a eu l'occasion d'organiser une rencontre inter-établissement qui réunissait des intervenants pivots, des aînés CRI dans les communautés, puis l'équipe du CHSLD. Donc, pour votre information, là, il y avait vraiment plusieurs personnes qui se sont penchées pendant cette rencontre-là sur les besoins des résidents CRI. Fait qu'il y avait vraiment le gestionnaire du CHSLD qui était là, l'infirmière chef. Il y avait Caroline, éducatrice spécialisée, une travailleuse sociale, une infirmière SAPA. SAPA, c'est le programme, j'ai fait une faute, il y a juste un P, donc c'est le programme pour les personnes aînées. Puis il y avait moi, l'agente de liaison en sécurité culturelle. Puis du côté du conseil CRI, il y avait l'infirmière de l'équipe Yaskedao, qui est comme le mécanisme d'accès à l'hébergement du conseil CRI. Il y avait Laurie, la conseillère en bientraitance des aînés. Puis, il y avait deux TS, deux travailleuses sociales du centre Myopmatium communautaire de Mistini, donc les CMC qu'on appelle les centres Myopmatium communautaires, ce sont les centres de santé dans les communautés CRI. Puis, le besoin le plus grand qui ressort de la rencontre, c'était le besoin de socialiser dans la langue cri, Lio et Moon. Donc, les barrières de langue, surtout face aux aînés qui sont unilingues cri, font en sorte que le personnel a moins d'interaction avec eux. Tu sais, pendant qu'on va faire une intervention avec eux, on a moins l'occasion de jaser, de la pluie, du beau temps. On s'en tient aux petits mots cri qu'on connaît. Donc, les usagers avaient vraiment un besoin de pouvoir interagir davantage. Puis les résidents recevaient peu de visites dans leur famille, donc les communautés sont à distance entre 45 minutes et 1h45. On avait des usagers aussi qui venaient de la côte, donc nous, on est plus à l'intérieur, puis il y a des communautés qui sont vraiment sur la côte de la baie James ou de la baie du Hudson. Puis les travailleurs sociaux constataient un besoin d'interaction là, dans leur langue. Puis un autre, à l'origine du projet, c'est ça, il y avait une autre activité. Donc, on est allé avec des intervenantes en visite avec des usagers dans un rassemblement communautaire à Mistini. Puis là, on a eu l'occasion de faire des contacts avec des employés des centres de jour multiservices de la communauté Mistini où est-ce qu'on était, mais aussi de Oujé-Bougoumou. Puis pour cet usager-là, c'était l'occasion de revoir des membres de sa famille puis son épouse qui était en résidence pour aînés dans la communauté. Donc, monsieur était à Chibougamau, puis son épouse était à Mistini. Puis, euh, donc ici, on voit M. Wapachi, qui est M. Mathieu Wapachi, qui a fait maintenant là, son dernier portage. Il nous a quittés l'an dernier. Puis, quand j'ai demandé l'autorisation d'utiliser la photo pour la rencontre d'aujourd'hui, son fils m'indique que son père, justement, agissait comme un pont entre deux mondes pour que les gens connectent ensemble. Donc, moi, ça me semblait un symbole approprié là, pour parler de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, nos partenaires, ce sont les centres de jour de Oujé-Bougoumou et Mistini. Donc, MSDC, c'est l'acronyme là, du mot en anglais. C'est ça, on a réussi à organiser des rencontres avec les coordonnateurs des centres de jour pour planifier des visites dans l'année. Donc, ils viennent nous visiter au CHSLD avec leurs participants, puis nous, on va les visiter la saison d'après avec nos résidents. On a fait aussi des contacts avec une école primaire de Mistini qui vient visiter les aînés CRI. Puis eux, ils ont le prétexte de venir nous voir pour pratiquer leur lecture en CRI. Donc, puis certains des étudiants même prennent des cours de français. Donc, c'est pour eux l'occasion d'interagir avec des aînés francophones. Maintenant, je vais passer la parole à Caroline qui va vous parler là, de comment se déroulent concrètement les visites. Pour pouvoir y aller, ben, il faut toujours mobiliser un transport adapté qui reste avec nous pour toute la durée du voyage parce que il faut être capable de partir. La majorité de nos participants sont en fauteuil roulant. Donc, il faut être capable de faire les distances rapidement ou on peut pas se déplacer là, avec une auto normale.
Donc, entre autres, lors de notre première visite à Mistini, on avait mangé, on avait prévu aller manger au restaurant, puis ensuite aller au centre de jour. On avait une de nos résidentes qui avait elle-même appelé à la radio de Mistini pour avertir la communauté qu'on allait être de visite. Donc, pendant le repas, plein de monde sont venus nous visiter, des familles, des amis. Par la suite, on avait été au centre de jour et là, on avait été accueillis là, par les animateurs, des participants également. On avait fait des chants traditionnels, partagé une collation, la confiture de bleuet, la bannique. Euh, Quand on avait été également à Mistini, là, ça a été un peu la même chose. On partage une collation, on partage une activité. Par la suite, on a eu eux, quand ils sont également venus pour le centre de jour de Mistini et Oudjé, on a partagé un repas à toutes les fois. On a sorti le jeu de bingo. Hein. Vous savez, le jeu de bingo est pas mal culturellement, là, il y a des deux côtés, autant francophone, allochtone qu'autochtone. Il est pas mal universel. Par la suite, on avait, pour Oudjé, entre autres, là, il avait été venu avec une musicienne qui avait chanté des chants culturels. Et quand Mistini était venu, c'était le contraire, c'était des chants qui étaient, c'est nous qui chantions avec eux. Lorsque l'école Voyageurs Mémorial également, ils sont venus, ben les jeunes, ils venaient, comme Marie-Ève disait, ils venaient préparer, ils venaient pratiquer leur lecture. Donc, ils lisaient, on a partagé un repas, bien sûr. Ensuite, on a joué au bingo. Ils ont, ils ont fait les lectures aux personnes aînées en cri. Il y a eu des impacts également sur les résidents. Je vais vous lire les citations que les résidents ont dit. Nous avons aimé les visites. Nous avons apprécié la visite des enfants et d'autres personnes des autres communautés. Plusieurs aînés sont venus, ainsi que les gens qui travaillent avec eux. C'était plaisant de chanter. Ça nous permettait de parler en cri. C'est la communication, le contact, le social. C'est agréable d'être entouré d'enfants. On n'entend pas souvent des bruits d'enfants ici. C'est comme retrouver le goût à la maison. Ce sont deux sœurs, Dorothée et Maggie, qui sont ici, qui participent là, à toutes les activités, qui sont très proactives là, dans Ce que j'avais pas dit, par contre, au début un peu, c'est que autant les participants autochtones participent, mais également nos allochtones. Donc, c'est vraiment un échange interculturel. Dans les impacts chez les résidents, on a également une personne qui disait, on s'ennuie de ça, de l'époque où nos petits-enfants étaient petits. Quand des enfants viennent vers nous visiter, ça prend notre esprit, ça élève notre esprit, ça nous rend heureux. Les participants ont beaucoup aimé venir au CHSLD. Ils ont trouvé l'endroit très beau et accueillant. Ils disaient même qu'ils souhaitaient être placés ici plus tard. Ils ont apprécié l'activité préparée pour nous. Et ça, c'est Lorraine Kuhn qui était une des premières euh, à venir interagir avec nous, qui venait du centre de jour de Mistini et qui elle-même a accompagné ses participants. Euh, L'impact a été très bien accueilli au niveau de notre personnel, également de nos résidents. Puis ça permet de familiariser également avec nos façons d'interagir avec nos résidents. Les employés des centres de jour ou les accompagnateurs des enfants avaient des liens de parenté. Ils se connaissent tous en communauté. Donc, les visites au CHSLD leur a permis de briser la glace puis de se sentir moins gênés, également de revenir visiter par la suite. Il y a même eu une intervenante de Mistini qui passe régulièrement au CHSLD pour venir porter de la nourriture traditionnelle à nos résidents. Je vais terminer la présentation maintenant là, en vous parlant des défis. Donc ça, c'était l'année dernière, c'était notre première année. Là, on rentre dans notre deuxième année et bien évidemment, dans le contexte actuel, notre défi, c'est le budget. Donc ça représente là, environ 6 allers-retours de transport adapté, mais on s'entend que c'est des distances là, de 1 heure. Donc ça fait quand même des gros montants. Puis, des fois, c'est nécessaire là, d'avoir des préposés supplémentaires étant donné que il y a, c'est ça, s'il y a
ça prend des préposés supplémentaires là, parce qu'il y en a qui restent au CHSLD, il y en a qui nous accompagnent, mais des fois, dans le ratio, il faut se prévoir des personnes de plus. Euh, on est à l'étape de rechercher du financement auprès des différents bailleurs de fonds, puis on met nos espoirs là, dans une enveloppe régionale qui est disponible pour le bien-être des aînés. C'est un programme avec des ententes spécifiques entre différents ministères, puis c'est le gouvernement de la Nation CRI là, qui a une de ces enveloppes-là. Euh, L'autre défi, c'est vraiment l'état de santé imprévisible des patients. À un moment donné, Mistini avait organisé une belle visite pour nous, puis un matin, puis finalement, on n'a pas pu y aller parce qu'il y avait seulement un résident qui était assez en forme pour y aller. Puis là, la communauté était vraiment déçue parce que c'était l'anniversaire d'un des aînés, puis il avait hâte de l'accueillir de retour dans sa communauté, mais la participante n'était pas assez bien pour y aller. Fait que finalement, on a réussi avec les technologies d'assister à la fête qu'il avait préparée pour elle à distance. Donc, on s'est trouvé un petit local, on a installé les iPads pour faire des FaceTime avec les gens là-bas. Tu sais, pour nos résidents, ça a été apprécié, mais c'est sûr que la déception était palpable chez nos partenaires. Donc, tu sais, dans les prochaines étapes, il faut vraiment réfléchir. Ça prend beaucoup de lâcher prise, puis accepter que les visites peuvent être remises à plus tard. Donc, il faut prévoir des activités qui sont déplaçables. Les barrières de langue sont aussi là, très grandes entre les employés du Conseil écrit de la santé, qui parlent majoritairement anglais, puis ceux du CR3S de la baie James, qui sont souvent unilingues francophones. Puis sans agent de liaison là, qui traduit pendant les rencontres d'organisation, le projet ne serait pas possible. Donc, c'est un des grands freins actuellement à la durabilité des projets, c'est comment outiller nos collègues qui sont unilingues francophones à contacter des partenaires qui ne parlent pas la même langue qu'eux, puis diminuer la dépendance à moi, à l'agent de liaison. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on mise beaucoup sur le fait qu'au fur et à mesure, on va créer des liens entre les partenaires, puis qu'on va avoir le réflexe de se rappeler, puis on va se connaître, on va apprendre à se connaître, à se reconnaître. Donc, on espère que par la suite, ça va être plus facile de se rappeler, puis ou de faire appel à un interprète pendant les rencontres. C'est sûr que c'est moins fluide, puis ça demande beaucoup d'adaptation. Puis enfin, un autre des freins, c'est la rareté de la main-d'œuvre. Les résidents ont. Un navigateur de patients serait vraiment très aidant dans un contexte de CHSLD. Donc, un navigateur autochtone qui parle plusieurs langues, qui serait en mesure de visiter les patients, faire des petites tournées, interagir avec les équipes pour peut-être s'entendre là, sur des situations d'incompréhension. On a ce budget-là, on a eu ce budget-là du ministère, sauf qu'on n'a pas été en mesure de combler les postes. Même chose du côté du centre d'amitié, qui avait des fois l'occasion d'avoir des travailleurs de proximité, mais avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît, ça a été difficile de recruter. Fait qu'on espère que l'enveloppe va revenir là, dans le prochain cycle, puis qu'on trouve d'autres solutions pour ce défi-là de recrutement. Donc, voilà, je ne sais pas, Caroline, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter là, avant la fin? Non, ça va aller. Merci. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Marie-Ève et Caroline. Je pense que c'est un très beau partage d'expérience là, qui est inspirant. Puis avec tous les obstacles que vous avez, c'est beau de voir qu'est-ce que vous avez fait. Puis les pistes à venir aussi, là, c'est intéressant. Donc, on va pouvoir passer au deuxième établissement. Donc, Laurie. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Laurie Bergeron. Je suis conseillère, coordonnatrice régionale au mieux-être des aînés pour le Conseil CRI de la baie James. C'est bien, j'ai eu une petite introduction faite par Marie-Ève, puis j'avais pas vu la présentation. Donc, il va y avoir une belle fluidité entre nos deux, une belle continuité entre nos deux présentations. Donc, aujourd'hui, je suis aussi accompagnée de Sarah Quint, qui est APPR, APPR, agente de
planification et programmation de programmes en soutien à domicile, et aussi Christine Valiquette, qui est orthophoniste pour le Allied Health de notre organisation. Donc, ils vont pouvoir prendre la parole un peu plus tard. Voilà, aujourd'hui, voici l'agenda pour les prochaines minutes. Donc, on va décrire un petit peu le contexte et les réalités de la baie James. Alors, on a débuté un petit peu, vous avez un petit peu goûté à ce que c'est. On va y aller un petit peu plus en profondeur. On va vous présenter l'application Go Talk Now, les bénéfices, les pistes d'amélioration et bien sûr les prochaines étapes. Donc ici, vous avez la carte de la baie James. Donc, juste avant, Marie-Ève vous parlait, elle est, comme elle disait, le sud du Grand Nord. Donc, Chibougamau est situé ici. Donc, où est Marie-Ève. Et nous, ici, on a 9 communautés de la baie James. Donc, on part de Mistassini jusqu'à Wapmagoustou. Donc, vous voyez, il y a une route qui peut faire, qui se rend. On peut partir de Montréal, de Québec. On peut se rendre jusqu'à Chisasibi. Il y a une seule communauté, Wapma, qui, elle, n'est pas accessible. On doit prendre l'avion pour s'y rendre. Dans chacune des communautés CRI, on a un petit CLSC où les services de base sont offerts. On a des soins infirmiers, on a des médecins, une équipe sociale, travailleurs sociaux, avec des intervenants communautaires, et aussi les services un peu plus spécialisés comme orthophonistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes. Donc, vraiment, les soins de base sont offerts dans chacune des communautés. Mais pour des services un peu plus spécialisés, des examens plus précis, les gens sont invités à aller à Chibougamau, à Val-d'Or ou à Montréal, nos 3 corridors principaux de services. Laurie, juste, je vais te demander de ralentir un petit peu le débit juste pour notre interprète. Oh, excusez. Elle me l'a pas demandé, mais je prends précaution. OK, je vais y aller plus doucement. Donc, en plus, c'est des noms un peu plus compliqués, hein. Donc c'est ça. On a des CLSC dans chacune des communautés. Et vous voyez ici, Chisasibi, c'est la communauté où il y a le plus, où on a aussi un hôpital. C'est le seul endroit où il y a un hôpital régional. Donc, les autres communautés peuvent s'y rendre pour avoir des services un peu plus spécialisés. Et puis, c'est aussi au même endroit que nous avons un CHSLD. En fait, c'est un CHSLD de 16 lits. Il y a quelques années, on n'en avait pas. En fait, c'était un centre de jour qui était à Chisasibi et qu'on a dû convertir en CHSLD compte tenu qu'on avait beaucoup trop de clients qui étaient à l'hôpital en attente d'hébergement. Il n'y avait pas de retour possible à la maison. Donc, ils ont travaillé pour modifier le centre de jour pour accueillir des gens en permanence, donc 5 lits. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs constructions en cours, dont 3 CHSLD, un à Chisasibi, à Waskaganish et un à Mistassini. On espère pour les prochaines années où on va pouvoir accueillir la clientèle avec une perte d'autonomie importante. On a à Mistassini une ressource intermédiaire et une à venir aussi là, à Wet'suwet'en. Donc, tranquillement, on va avoir des places, mais vous voyez bien que la réalité actuelle, c'est que les gens, la majorité des gens avec des pertes d'autonomie importantes qui ne peuvent pas rester à domicile, doivent être hébergés à Chibougamau, Val-d'Or, Montréal et autres communautés aux alentours. Donc, si vous voyez un peu, c'est ça la réalité. À ce jour, nous avons 32 clients environ qui sont hébergés à l'extérieur du territoire. Donc, comme je vous disais, Chibougamau, Val-d'Or, Montréal et les autres régions. 6% seulement d'entre eux parlent français. Comme Marie-Ève le mentionnait juste avant, la majorité se débrouille assez bien en anglais, malgré que ce soit une langue seconde, mais la langue maternelle demeure le cri. Donc, quand on pense à des gens qui viennent des communautés de Mistassini et
et celle encore plus au nord, si on parle de Chesby ou Émineville, c'est certain que d'arriver à une place comme Chibougamau, CHSLD Boréal, ça peut être difficile à cause de la barrière de langue, l'anglais, surtout pour les personnes âgées, ceux qui ont, parce qu'on se rappelle, les gens qui sont en ce moment âgés plus de 70-80 ans, ce sont des gens sont nés dans dans le bois, vraiment, qui ont vécu la vie traditionnelle avec leur langue cri, ben c'est vraiment une barrière qui est importante. J'aimerais aussi rappeler un point important qui a un impact aujourd'hui sur le bien-être des aînés. Quand on pense aux écoles résidentielles, c'est pas si longtemps que ça, les écoles résidentielles. Je vous rappelle un peu là, les pensionnats où les enfants étaient envoyés très jeunes dans des écoles. Il y en avait certaines sur le territoire CRI, une à Chesby, à Fort George, entre autres, et où il y avait plus le droit de parler leur langue. Plusieurs la culture était vraiment mise de côté. On essayait de leur montrer la façon alloctone, ce qui était privilégié. Donc, ça a été très difficile pour ces gens-là. Puis, je veux juste vous rappeler que la dernière école résidentielle qui est fermée était en 1981. Donc, si on pense à nos aînés d'aujourd'hui, ben, ce sont ces gens-là qui ont vécu les écoles résidentielles. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là ont quand ils étaient jeunes, étaient coupés et ont dû ne pas pouvoir parler leur langue, n'ont pas pu vivre la façon traditionnelle avec leurs parents à la maison. Les liens avec leur famille ont été brisés à ce moment-là. Donc, si on pense à ces gens-là qui n'ont pas accès à un CHSLD sur leur territoire, qui doivent se rendre à Montréal ou à Val-d'Or, à Chibougamau, pour eux, pour certains, puis on l'entend, c'est souvent quelque chose qui nous ramène, c'est qu'ils revivent un peu ces écoles résidentielles. On les éloigne encore de leur communauté une deuxième fois. Oui, on leur parle en français, en anglais, c'est pas leur langue première. Donc, c'est très difficile émotionnellement parce que ça les C'est ramène quoi dans ça, quelque cette chose. niaiserie-là? Il y avait quelqu'un qui parlait. Donc, on les ramène. Donc, je voulais juste vous rappeler un petit peu cette réalité. Et là, je passe la parole à ma collègue Christine pour vous parler un peu plus de l'application. Bonjour. Alors, en fait, quand Laurie et Sarah Quint sont venues nous voir au service d'orthophonie, on cherchait un moyen justement à trouver une solution à cette barrière de la langue. Puis on a regardé, on se disait, bon, le problème venait aussi effectivement que le personnel des soins de santé avait de la difficulté à communiquer avec les résidents qui étaient en CHSLD, particulièrement au Boréal, à Chibougamau, où certains personnels sont unilingues francophones. Donc, la population CRI, qui parle CRI et ou anglais, avait de la difficulté à communiquer. On a regardé quel type d'application pourrait les aider. Alors, on a choisi GoTalkNow pour sa simplicité. On va regarder tout de suite après là, pourquoi on a choisi ça. GoTalkNow, premièrement, c'est une appli qu'on peut utiliser sur une plateforme iOS avec des iPads. Il y a la version Now, qui est la version qu'on a utilisée. Il y a 3 versions avec GoTalkNow. Il y a une version Lite qui permet très peu de choses. La version Plus, qui est beaucoup plus dispendieuse. Cette version-ci répondait à nos besoins. Il y a un coût d'achat de 150 $. Et ce qu'on aimait de cette version-ci, c'est aussi que c'était très facile d'utiliser. On pouvait enregistrer facilement les messages en cri. On peut l'utiliser aussi sans avoir besoin du Wi-Fi, un coup que l'installation et que la programmation est installée sur le iPad. Ça, on trouvait un avantage important. Et c'est très facile de partager l'application. On peut aussi imprimer une version en PDF, ce qui fait en sorte que les intervenants peuvent aussi regarder comment les messages sont organisés sans avoir avec eux un iPad. Là, j'apprends aussi qu'il y a des iPads déjà disponibles dans les CHSLD. C'est un gros avantage, je pense.
Donc, puis c'est facile pour les établissements d'ajouter des mots, des expressions, puis d'enregistrer des messages en cri. Alors, la façon que ça fonctionne, l'application GoTalkNow, on a, on a des étiquettes, c'est-à-dire des mots écrits sur chacune des cellules. Tu peux revenir en arrière. Oh, OK, c'est bon. On a des mots écrits sur chacune des cellules. On a une image, puis avec l'application GoTalkNow, on peut avoir une image qui vient de Internet, on peut avoir une image qui vient de notre banque de photos, et ça vient avec une banque d'images qui est quand même assez simple, mais c'est plutôt adulte. C'est pour ça que dans le fond, qu'on a choisi aussi cette application-là. De la façon que c'est organisé, vous voyez, chacune de ces cellules-là, on n'a pas la page du menu principal, mais sur le menu principal, on a différentes catégories de confort, différentes catégories de besoins, par exemple. Puis je dois dire qu'on s'est inspiré pour faire le contenu de tableaux qui existaient déjà, qui avaient été développés par des spécialistes en suppléance à la communication pour répondre à des besoins de patients en unité de soins intensifs. Donc, on s'est inspiré de ça, mais le contenu a aussi été validé par les intervenants du CHSLD Le Boréal qui nous ont dit, ben, on a aussi d'autres besoins, puis on a complété le contenu avec les informations qui nous avaient été fournies par les intervenants du Boréal. Donc, c'est sûr que quand j'entendais la présentation précédente, je me disais, ah ouais, ça prendrait des messages peut-être pour quand ils vont jouer au bingo ou quand ils veulent parler de la pluie et du beau temps. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un work in progress, si je peux dire, mais il y aurait des choses qu'on pourrait facilement ajouter. En ce moment, ça concerne surtout les besoins au niveau du confort, au niveau des soins médicaux qui sont apportés aux patients. Alors, le personnel peut s'adresser, informer le patient de qu'est-ce qui va arriver, c'est quoi les soins qui vont lui être apportés. Ils peuvent leur demander dans leur langue, est-ce que vous êtes confortable? Avez-vous besoin de quelque chose? Et on a une petite partie qui peut permettre à des clients, celle-ci que vous voyez ici, non, c'est pas celle-là, en fait, qui peut permettre à des clients aussi d'exprimer des besoins et ça va parler en cri, mais avec une étiquette en français et en anglais, comme vous voyez sur l'écran ici. Donc, que l'intervenant va être en mesure de comprendre également. Euh, peux passer à la cétate suivante, s'il te plaît? À la cétate suivante, Laurie? Ça va être le vidéo. Ah Ah, non, peut-être que tu voulais celle-ci? ah c'est ça, oui, celle-ci. Oui. Alors, ce que je veux vous montrer, ça c'est la page principale. Donc, cette appli-là, cette programmation-là est sous licence Creative Commons. Ce que ça veut dire, c'est que on peut la partager. Vous, si vous l'avez dans vos iPads, vous pouvez la partager. Vous pouvez l'adapter pour vos besoins, mais vous devez, cette licence-là vous oblige, en le fond, à reconnaître qui sont les créateurs ou les gens qui ont développé l'appli. Ça veut dire que vous devez garder cette page principale où le compte écrit est nommé, les gens qui ont conçu la programmation sont nommés. Mais pour le reste, vous pouvez apporter des changements, vous pouvez enregistrer des messages et vous pouvez la partager avec des collègues. Fait que Laurie, tu Peut-être peux que j'aurais une question, vu que on est dans le sujet, là. Est-ce que c'est un coût unique de 149,99 ou il y a un renouvellement à assumer à chaque année? Merci, c'est une super bonne question. En fait, ça fait partie des critères pour lesquels on a choisi GoTalkNow. C'est une des rares applications. On a un prix de départ, puis il n'y a pas d'abonnement. Il y a beaucoup d'autres maintenant d'applications de suppléance à la communication qui sont basées sur des abonnements et ça cause vraiment des problèmes aux institutions. Alors non, GoTalkNow, on l'achète et si on achète la version GoTalk Now, pas la version Plus qui est plus chère, ça coûte 150 peut-être un petit peu plus avec des taxes, mais c'est vraiment un coût unique.
On va vous montrer un peu une intervention qui a eu lieu, un échange qui a eu lieu avec une patiente CRI qui va vous montrer un peu comment ça fonctionne. Exactement. Donc, merci Christine. Donc, comme vous avez vu, par exemple, on peut cliquer ici, avez-vous froid? Et là, ça va le dire en cri. Vous allez le voir, on va vous montrer la vidéo. Et ça peut aussi nous amener après à d'autres choix. Voulez-vous une couverture? Des fois, on va avoir, voulez-vous une collation? Et là, ça va ouvrir sur une seconde page où il va y avoir plusieurs types de collations. Voulez-vous un yogourt? Voulez-vous... Donc, c'est vraiment, on peut le faire un peu interactif, puis on peut le monter avec, avec les besoins qui sont demandés là, par les CHSLD directement. Donc, je vous montre en action à quoi ça ressemble. Mettez le son très fort de votre ordinateur parce que vous allez voir, on ne parle pas fort dans la vidéo. Hi, Maggie. Hi. Connecting to Caesar. Yes, I am. Oh. Yeah. Today, I walk away. Yes, I would like that very much. Good. Donc, on a pesé sur avez-vous froid, elle l'a dit en cri, et ensuite, voulez-vous une couverture, et ça a été nommé en cri. Donc, Je on vais voulait juste prendre prendre une petite seconde pour mentionner là ici que c'est Cynthia Blacken qui a fait tous les enregistrements en cri. Exactement ce que j'allais dire, Christine. On va prendre le temps de remercier Cynthia qui fait ça. C'est beaucoup de travail. Et je vous dirais qu'il y a aussi plusieurs dialectes écrits. Donc, tantôt, on parlait ceux qui sont sur la côte, les communautés sur la côte, ceux qui sont plus au centre. Donc, des fois, le dialecte n'est pas le même. Donc, il a fallu s'asseoir avec deux intervenantes des différentes communautés, puis qui s'entendent sur des mots qui sont communs, pas mal aux deux dialectes, pour avoir un message qui soit assez compris par tous. Donc, ici, on voit un peu les bénéfices, les pistes d'amélioration. Donc, ce qui est vraiment bien, donc, c'est la compréhension commune entre les usagers et les employés. Ça nous a été nommé souvent, là. Des fois, ça amène des frustrations hein, chez certains usagers de dire que je veux avoir un tel service, j'aimerais ça qu'on allume la lumière, par exemple, puis que ça peut prendre 10 fois avant de le répéter, essayer de se faire comprendre, puis que c'est compliqué. Donc, si on apporte la tablette, on a la question avec les besoins de base, on est capable d'aller peser sur le bon bouton. Ça facilite les échanges. Hétérogénéité des dialectes, comme je le disais, c'est peut-être un peu un défi, mais de s'assurer que ça soit compris par toutes les communautés. Et le respect et le maintien des traditions orales. Ça, c'est vraiment un point très important parce que, comme je l'ai expliqué un petit peu au début avec la réalité culturelle, c'est que les gens, souvent, ils sont à l'extérieur, ils n'ont plus beaucoup d'opportunités de parler leur langue. Donc, on l'a vu, juste d'apporter la tablette puis d'entendre du cri, ça amène déjà de la joie. Les gens sont « Oh oui, je reconnais certains mots, ça fait du bien d'entendre sa propre langue. » Et dans les pistes d'amélioration, ben, c'est sûr, c'est le guide d'intégration de l'outil. On se rend compte que c'est peut-être un des défis, c'est une fois que le programme est monté, c'est sûr que les intervenants, les préposés, les infirmières, à la longue de connaître la personne, on se dit, on se comprend, on est capable d'interagir, c'est correct. Donc, peut-être qu'on est moins porté à prendre le temps d'aller chercher la tablette puis d'essayer d'avoir des interactions un petit peu plus profondes ou à essayer vraiment d'aller comprendre le besoin réel. Donc, c'est de voir comment on peut l'intégrer. Tu sais, là, on fait des présentations au personnel. Marie-Ève aide beaucoup là, à essayer de pouvoir l'intégrer, mais comment on peut encore en faire davantage la promotion puis montrer l'utilité et les bénéfices que ça peut apporter. Si je peux me permettre, Laurie, aussi, j'aimerais ça rajouter le fait que dans l'appli, vous ne le voyez pas, mais il y a un lien qui mène à des histoires traditionnelles, cris. Ça, je trouve ça très intéressant, cette idée que Sarah a eue. Ben, ou toi, Laurie, je ne sais pas. Puis il y a aussi une échelle de douleur qui permet au patient CRI d'exprimer un peu sa douleur en montrant, là, est-ce que c'est plus ou moins gros, important. Donc ça aussi, c'est important. Parce qu'on sait que quand les gens ont de la difficulté à communiquer avec les personnels de soins de santé, il y a beaucoup plus de risques d'atteinte à la santé.
Donc, c'est aussi important, c'est aussi un avantage d'avoir cet outil de communication. Tout à fait. Donc, en ce moment, on est en train de faire l'expérimentation à Chibougamau. Donc, on a des rencontres régulières pour avoir un peu, entendre leurs échos, puis continuer à améliorer le programme. On le fait aussi avec une résidence privée à Montréal où on a 3, 4 résidents. Donc, ils ont installé l'application et là, on essaie de voir si ça fonctionne. On voit qu'il y a certaines barrières déjà avec des gens qui ont des démences, par exemple. La communication avec l'outil, ça semble pas fonctionner. Des fois, le cri est loin dans leur mémoire. Des fois, y a pas la compréhension. Ils vont rire beaucoup, là. Ils vont rire, ils vont être contents d'entendre la langue, ce qui n'est pas mauvais non plus. Tu sais, je pense que juste ça, c'est bien. Mais d'être capable d'avoir une interaction, c'est pas toujours Mm. possible. Sur des petites améliorations, ben, c'est de continuer d'ajouter des mots, des expressions spécifiques. Ça va être de garder un modèle de base qui peut toujours être amélioré. Si, comme on disait, Christine expliquait que les tableaux peuvent être améliorés par CHSLD. Si, par exemple, à Montréal, un CHSLD précis décide d'ajouter certaines phrases, c'est bien. Mais là, comment on va pouvoir le partager aux autres CHSLD de Montréal ou celui de Montréal qui aussi aimerait l'améliorer? Donc, c'est de voir comment on peut continuer à se partager nos différents tableaux, nos différentes idées. La qualité du son, c'est sûr que là, on le fait de base, juste en parlant avec la tablette. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de plus avec des micros un petit peu plus professionnels. Jusqu'à maintenant, on est chanceux. Chaque endroit où on est allé, il y avait des iPads dans les établissements. C'est pas toujours le cas, donc il va falloir essayer de voir est-ce que c'est plus le client qui devrait avoir son iPad ou est-ce qu'il y aurait un financement possible de la part des CHSLD. Et comme je vous expliquais, l'outil d'appropriation, s'assurer que le personnel se sente à l'aise de l'utiliser. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un tableau, oui, pour toutes les langues, pour ce qui est de la langue cri, la Baie James, mais il y a aussi possibilité d'utiliser des tableaux comme ça pour les langues italiennes, l'italien, le grec, différentes langues peuvent aussi avoir leur propre tableau. Fait que je pense que c'est peut-être le début de quelque chose qui pourrait être, qu'on pourrait en faire la promotion dans différents CHSLD à Montréal pour qui ça pourrait être bénéfique d'avoir, oui, on paye une seule fois, on a 150 $, on a accès à l'application, mais on peut avoir différents tableaux, un pour nos clients qui viennent de la Baie James, mais un autre pour nos clients qui viennent d'ailleurs. Et bien sûr, comme je vous disais au départ, les clients sont souvent, les besoins de base sont répondus en communauté, mais souvent, ils doivent aller à l'extérieur, à Montréal pour des soins spécialisés, à Val-d'Or, à Montréal. Et quand on reçoit un soin, des fois, c'est difficile aussi l'interaction avec les médecins, les spécialistes. Donc, est-ce qu'on pourrait penser à une expansion du projet en milieu hospitalier, pas seulement en CHSLD? C'est des pistes qu'on a en tête. Ouais. Donc, quoi retenir? L'importance de bien connaître et comprendre l'histoire de vie de notre clientèle dans nos interactions. Je pense que c'est la base. Connaître l'histoire, connaître d'où ils viennent, pourquoi est-ce que les comportements sont comme ça aujourd'hui, comment nous, on peut faire des petites actions qui vont essayer de ramener un peu puis de respecter les traditions culturelles puis qui vont apporter un baume à la solitude. Les gens sont loin de chez eux, sont déracinés culturellement. Donc, comment des petites interactions comme celle-là, avoir un outil, des fois, c'est comme on l'a dit avec la présentation précédente, faire des liens avec l'histoire d'amitié autochtone. Il y a des petites choses qu'on peut faire qui vont faire une belle différence dans le mieux-être de ces aînés-là. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. C'était très intéressant de voir cette initiative-là. Ça va être intéressant de suivre aussi l'expansion puis comment ça va se déployer. Donc, n'hésitez pas là, à nous faire un suivi. Là, par exemple, dans un an, c'est rendu où? Je serais curieuse là, qu'on pourra mettre une mise à jour. Oui, puis aussi, j'ai oublié de mentionner, mais on invite je sais qu'ici, aujourd'hui, il y a des gens des autres CHSLD de Montréal, d'un peu partout. S'il y en a qui sont intéressés par le programme, puis d'en savoir plus, puis peut-être voir avec les endroits où on a des aînés écrits, vous pouvez nous faire signe. Oui, parfait. Laurie, tu t'invites à mettre ton courriel à toi dans le clavardage, puis les gens pourront prendre le contact là, s'ils le souhaitent.
Donc, on va y aller avec notre troisième établissement. Donc, Sylvie. Oui, bonjour, bonjour. Oui. Je laisserai la parole à notre directrice Caroline Gadouri nous dire un petit mot. Alors, merci Sylvie, merci Gabrielle. Oui, bonjour, hi tout le monde. Très heureuse d'être avec vous. Je suis Caroline Gadouri. Je suis la directrice du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées, volet hébergement au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Donc, sur notre territoire, nous avons 26 CHSLD euh, pour 2600, autour de 2600 places et ça inclut également trois maisons des aînés, maisons alternatives là, du côté de Trois-Rivières, Victoriaville ainsi que de Drummondville. Nous travaillons avec des communautés du côté du nord de notre territoire, dans la région du Haut-Saint-Maurice, avec communauté Atikamekw principalement. Et du côté de Trois-Rivières, dans la région de Trois-Rivières et du RLS de Bécancour, Nicolet-Yamaska, avec les communautés Abénakis. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Sylvie Loranger, qui est conseillère cadre des milieux de vie dans notre équipe, également de Amélie Poulain, qui est notre adjointe à la direction, et également Kim Gabrielle Nollet, qui est la conseillère cadre des services autochtones et en sécurisation culturelle dans notre CIUS. Alors, c'est avec beaucoup de fierté que je vous les présente parce qu'elles vont vous présenter un projet qui est cher à notre cœur, qui est en déploiement actuellement. Euh, un projet de capsules vidéo, mais au-delà des capsules vidéo qu'on présente dans nos CHSLD, puis elles vont toutes vous expliquer là, ce que ça amène, c'est toute la discussion avec les comités de résidents, les proches, avec nos équipes de soins. Donc, tout ce que ça engendre comme échange, comme discussion, c'est très riche. Et c'est ce qui fait la beauté de ce projet-là, c'est tout le contact humain et la connaissance de chacun dans sa différence. Et alors, je vous les présente et avec beaucoup de fierté. Sylvie, je vous laisse aller. Merci. Moi, je vais préparer le partage de la présentation PowerPoint, puis je vais laisser Amélie commencer la présentation. Je mets ça, ça sera pas long. Donc, bonjour à tous. Je suis Amélie Poulain, adjointe là, à la direction, comme Mme Gadouri vous l'a dit, adjointe à la direction SAPA Hébergement du CIUS de la Mauricie, Centre du Québec. Donc, vous allez voir là, notre initiative là, de notre côté pour la sécurisation culturelle autochtone est différente là, de ce qui a été présenté précédemment. Elle s'inscrit dans un projet là, plus large, comme on vous l'a mentionné, au niveau de la bientraitance en CHSLD et en MDAA. Ce projet-là de capsule vidéo sur la bientraitance et plus largement là, de différentes activités, c'est un projet qui a été retenu là, suite à un appel de projet du ministère pour qui visait la création d'environnements favorables à la bientraitance. Donc, ce qu'on souhaitait, là, dans le fond, par ce projet-là, c'était de développer une culture de bientraitance auprès là, autant de nos employés, des résidents, des proches aidants, bénévoles et différents partenaires là, de la communauté. Comment? Par la promotion d'un savoir-être et d'un savoir-faire bien traitant et aussi en invitant là, nos centres, nos différentes installations à consolider une ou des pratiques de bientraitance qui sont déjà existantes dans nos CHSLD. On l'a nommé d'entrée de jeu. Pour nous, c'était très, très important dans ce projet-là d'avoir une approche participative, c'est-à-dire d'impliquer et de reconnaître la contribution de chacun. Donc, autant là, de nos employés, de notre personnel, des comités de résidents, des résidents, bien entendu, et des proches aidants également et de différents partenaires. Je peux changer.
Donc, ce qui nous a guidés là, à travers les capsules, c'est vraiment les principes là, de la bientraitance. Donc, c'est ce qui a orienté notre projet. Donc, je vous les nomme, le résident et ses proches, ce qui sont au cœur des décisions quant aux soins et services, l'autodétermination, le pouvoir d'agir quant à ses activités de la vie quotidienne, le respect de la dignité, des valeurs et des croyances, et la participation et l'inclusion sociale. Donc, c'est les grands principes là, qui ont guidé la réalisation là, des capsules vidéo. Puis, je vais laisser Sylvie là, vous présenter concrètement qu'est-ce que c'est. Oui, merci Amélie. Dans le concret, justement, ben, ça a été la création de 4 capsules vidéo démontrant les bonnes pratiques en lien avec la bientraitance. La première a été réalisée, c'est la bientraitance envers les personnes proches aidantes. Donc, le thème, c'est s'élever ensemble vers la bientraitance, reconnaître les personnes proches aidantes. La deuxième, c'est sur la bientraitance intergénérationnelle. Le titre qu'on lui a donné, c'est Un pont entre les âges, le chemin de la bientraitance. La troisième, la bientraitance dans l'approche relationnelle de soins. Le titre qu'on lui a donné est Un temps privilégié des bienfaits pour tous. Et la quatrième que nous allons vous présenter tout à l'heure, la bientraitance envers les résidents des Premières Nations et Inuits. Le titre, c'est Voix autochtones, la bientraitance au cœur de nos actions. Suite à la réalisation des 4 capsules, on a fait une activité de lancement officielle dans tous les centres d'hébergement, les CHSLD et les MDAA. C'était comme une occasion justement d'avoir des échanges sur les principes de bientraitance. Tous les intervenants étaient invités, les résidents, les personnes proches aidantes, des bénévoles, même la communauté, les membres de comités de résidents. À cette activité de lancement-là. On a aussi également souligné l'apport des résidents. Là, si on avait un résident ou des proches aidants dans le centre d'hébergement ou des intervenants qui avaient participé soit au comité de travail ou soit à la réalisation, là, qui étaient acteurs dans nos capsules, ont été aussi soulignés, puis on les a remerciés. Et là, on est justement dans le déploiement aussi de l'utilisation des capsules dans le cadre d'activités de co-développement pour susciter justement les discussions et les échanges et également d'élaborer puis de mettre en application au plan d'action lors d'une rencontre du comité sur la qualité des milieux de vie là, dans chaque centre, une pratique de bientraitance et de mettre, c'est ça, au plan d'action, cette action-là ou les points qu'ils veulent consolider ou améliorer là, à l'égard d'un geste ou d'une pratique de bientraitance. Les retombées anticipées, bien, on les voit déjà, c'est d'augmenter dans nos centres, c'est d'augmenter la sensibilisation à la bientraitance pour les employés, les résidents, les personnes proches aidantes, les bénévoles, les comités de résidents. On a aussi, par le fait de susciter des échanges envers les divers publics cibles là, en lien avec la bientraitance, de faire connaître les réalités des proches aidants et des personnes des Premières Nations et Inuits. On observe aussi davantage de situations de bientraitance dans nos milieux de vie par tous les acteurs. Fait que ça, on le voit déjà. Et comme retombée anticipée, de développer une culture de bientraitance centrée sur la personne hébergée dans l'ensemble de nos milieux. Je laisserai la parole à une de nos collaboratrices, Madame Kim. Oui, bonjour. Hi. Alors, la bientraitance, une responsabilité partagée. Donc, la capsule vidéo qui s'appelait Voix autochtone, la bientraitance au cœur de nos actions, ben, les messages clés dont la vidéo va faire part, c'est vraiment de faire un accueil bien traitant, respecter le rythme des Premières Nations parce qu'on sait que c'est pas la même notion du temps. L'importance d'inclure la famille à tous les égards dans les décisions et tout, parce que ça aussi, la famille élargie est très importante chez les Premières Nations. Le respect de la culture,
le rôle de l'accompagnatrice en sécurisation culturelle, puis même d'utiliser quelques mots, que ce soit en Atikamekw ou en Abénaki, le bonjour, le merci, c'est tous des petits mots que tout le monde est capable d'apprendre facilement. C'est bon. Est-ce que tu pourrais partager ton expérience, Kim, tu as Oui, fait partie du comité de travail, plus tu as participé à une des capsules? oui, ben, j'ai vraiment aimé apprécier l'expérience car je sentais que votre équipe avait vraiment compris l'importance de consulter puis de travailler avec les Premières Nations dès le début du projet. Puis l'importance du par et pour les Premières Nations, c'était acquis pour vous, je trouve. Puis ce projet, c'est un bel exemple justement du par et pour les Premières Nations. Vous avez cherché à valider l'information à toutes les étapes de la création de la vidéo, même au titre, à certains mots. Ça a vraiment été une expérience collaborative très intéressante. Il y avait une belle ouverture de l'équipe. Puis c'était pour nous, les Premières Nations, aussi une opportunité de sensibiliser justement vos équipes aux réalités des Premières Nations. Puis j'ai vraiment senti le respect tout au long du projet. Puis ça a suscité de belles discussions puis des bons échanges également. Merci, merci. Là, je vais tenter de faire quelque chose. Attendez un peu, là, il faut que j'arrête mon partage pour vous diffuser la capsule vidéo. Ça va me demander un petit, un petit moment parce que je veux bien la voir aussi. Ça sera, je retourne dans le partage. Je vais vous partager le lien aussi de la vidéo là, dans le clavardage si vous voulez après l'avoir dans vos dossiers. OK. On a Sylvie, on n'a pas le son. Il va falloir que tu actives le OK. son et qu'on Ben, c'est ce que recommence. j'ai fait, mais je vais reculer. Excusez-moi. Bon, je vais recommencer. Pourtant, c'est ça que j'ai fait. Bon, on va annuler ça. On va retourner là. Son. Bon. Non, on n'entend pas. On voit le petit haut-parleur qui est barré dans la ligne du bas, Sylvie. Je vais essayer, moi, de le partager. Désolée. Il n'y a pas de problème. On avait fait des tests pourtant Ben avant. oui, ça fonctionnait, puis j'ai pas. On va voir si ça fonctionne mieux de mon côté. La Oui, bienveillance, pour merci. moi, c'est, mettons qu'il y a un usager qui est assez en train d'attendre après son déjeuner, il faut qu'elle mange parce qu'il faut déjeuner. Mais moi, je viens de l'apporter une pizza. Elle va manger. Puis la pizza, mais moi, j'aime ça. Fait que j'imagine que la madame, elle aime ça. La bientraitance, ce serait que, si on prend le même exemple, au lieu de donner la pizza, on demande à l'usagère ou l'usager, qu'est-ce que vous voulez pour déjeuner? Moi, au début, comme un peu créatif. Quand il est inconnu, et un peu épeurant. J'ai laissé aller mon projet dans la nature, dans le bois. Puis venir à la ville, c'est pas moi changement comme d'un coup. Bien, quand j'accueille un résident d'une Première Nation, peu importe là, la nation, on se présente, on fait visiter les lieux. Quand on admet un résident autochtone, la première chose qu'on fait est de se présenter au résident. Par la suite, on va y poser des questions larges
et on va aller dans le plus spécifique. Mon rôle comme accompagnatrice en sécurisation culturelle, c'est d'accompagner des usagers des Premières Nations qui viennent pour consulter. On les accompagne, on les accueille et on les amène à leur rendez-vous parce que souvent, ils ne connaissent pas bien l'hôpital, ils se perdent. Les bonnes pratiques pour accueillir un résident autochtone dans une CHSLD, ce serait être sensible à la personne, de savoir de où ce qui vient, de le connaître. C'est important de gagner leur confiance, tu sais. Fait que je ne vais pas tout de suite comme, tu sais, m'immiscer, embarquer dans leur bulle de vie, si je peux dire, là, tu sais. Puis aussi, c'est super important, la famille, tu sais. La famille, on les inclut. C'est essentiel d'être ouvert à écouter, à comprendre les différences des soins que peut-être l'usager va besoin, qui n'est pas dans notre tâche régulière. Mais si on est avec la famille, ce qu'on essaie, c'est vraiment de ne pas s'asseoir en ligne, mais de plutôt faire comme un petit peu un cercle pour que tout le monde ait l'impression de participer à la discussion. Les Premières Nations font des cercles de discussion. Et en se mettant en cercle, ça va favoriser la communication. Qu'est-ce qui est bien important, c'est l'implication de la famille, l'entourage. Parce qu'eux autres aussi vont être capables de rajouter à l'histoire de l'usager. Si l'usager n'est pas capable d'expliquer de où ce qu'il vient, comment il est, qui il est, mais ce serait bon que la famille soit là pour être capable de nous aider. C'est de l'avoir l'ouverture. On s'assure que le résident est bien. On va inclure sa famille élargie. S'il y a 10 frères et sœurs, on inclut les 10 frères et sœurs lors des rencontres. On les accueille bien. Ma vie, ça c'est dans le bois. D'abord, il m'a appris à me connaître. J'ai appris à les connaître. Il m'a mis tout ce qu'il aime. Comme ça, derrière. Pour pouvoir faire des coursements, comme la fête sacrée, comme la sauce, le village, accepter ma culture à moi aussi. Kokoum, ça veut dire grand-mère en Atikamekw. Puis nous, on en a une Kokoum ici. Notre Kokoum, tu sais, au début, quand elle arrivait dans le corridor, des fois, j'y envoyais des becs comme ça, puis elle me faisait « Ah, ma! » Ça veut dire non, tu sais. Elle était comme gênée un petit peu. Puis là, à force qu'elle est toujours ici avec nous, toujours le même personnel, tu sais. Comme l'autre soir, j'étais dans le salon, puis je me suis défaite les cheveux. Je me suis accotée sur ses genoux, puis elle me flattait dans les cheveux, tu sais. Fait que ça, c'est comme dire, tu sais, je l'ai gagné sa confiance, là. C'est comme, tu sais, elle sent comme ma Kokoum pour vrai, tu sais. Il faut aussi reconnaître qu'on ne connaît pas nécessairement sa culture. On est prêt à apprendre de cette culture-là. J'ai un problème de langage, mais on doit assurer qu'il y a des gens qui vont être capables de nous faire comprendre qu'est-ce que l'usager veut dire et vice-versa. C'est pour sécuriser le patient parce qu'il arrive de nouveaux endroits avec des gens qui ne connaissent pas. Si on se rend compte qu'il y a un besoin pour avoir un interprète, on lui fournit un interprète au besoin. On est là quand ils ont des soins avec les médecins et qui ne comprennent pas du tout le français. Là, on fait la traduction. On fait aussi la traduction des documents. C'est de mettre à l'aise l'usager et aussi de créer un pont entre l'équipe et le résident. Quand les mots que j'ai appris ne sont pas suffisants pour communiquer, je fais appel à l'interprète qu'on a, nous, dans la bâtisse. On a aussi des outils qui expliquent notre rôle, qui sont remis aux intervenants et qui peuvent aussi être remis aux usagers des Premières Nations et Inuits. On aimerait qu'ils nous contactent afin qu'on puisse accueillir le résident pour nous faire connaître, nous, et qu'on puisse se présenter. Qu'est-ce qui est important pour impliquer tous les membres de la famille et non pas juste le représentant légal de l'usager? Vous ne saviez même pas à quel point que ça pourrait être sécurisant pour l'usager, autant pour la famille. Si on applique ces bonnes pratiques, cela va permettre de créer un lien de confiance avec le résident et ses proches. Moi, personnellement, je suis autochtone.
Je vais vous donner un exemple. Mon oncle était mourant dans un milieu de soins. Pour lui, c'était important qu'il soit entouré de sa famille. Puis comme c'était inhabituel d'avoir tant que ça de personnes dans la chambre, c'était permis. Je voyais dans les yeux de mon oncle qu'il était très, très, très content. Pour nous, c'était important aussi parce que c'est les derniers moments qu'on vivait avec mon oncle. Il y en a d'autres gens qui vont dire « Ouais, mais c'est ton oncle, c'est pas comme si c'est ton père. » « Ouais, mais vous comprenez pas que pour moi, mon oncle, c'est quelqu'un de bien important dans ma famille. » C'est là les différences, puis c'est de là que je vous dis que l'importance d'impliquer la famille, pour la famille, mais aussi pour l'usager, c'est essentiel. Mon oncle il est parti, là, puis on voyait qu'il est bien parti. Il est parti en douceur, entouré de l'amour. On était toutes là, puis même entre nous autres, là, l'amour, ça grandit. Et voilà, je vais remettre le partage pour la présentation. Bon, on va aller à l'autre diapositive. Je vais vous parler des leçons apprises et des conseils, là, si on peut dire des conseils. C'est très important. Puis vous l'avez nommé pour les deux autres présentations, mais d'interpeller, nous autres, c'est l'équipe de sécurisation culturelle là, pour éviter les faux pas. Soit dès le début d'un projet ou même là, avant l'arrivée d'un nouveau résident. Là, quand on parle d'un projet X, mais qui touche les Premières Nations et Inuits. Nous aussi, c'est lors de l'admission d'un nouveau résident là, de les interpeller. En exemple, je dirais qu'un comité de travail, je pense que Kim l'a nommé un petit peu, mais nous avons parlé là, en comité de travail de la thématique abordée dans la capsule, nous mentionnons comme titre la bientraitance adaptée aux réalités autochtones. Mais Kim nous a fait justement comprendre que ce n'était pas adéquat d'avoir ce titre-là. Ensuite de ça, je vous dirais comme leçon apprise puis conseil de tenir compte des différences culturelles. Certains des deux autres présentateurs ont nommé l'importance de la famille. Je vais vous donner un exemple que 3 visiteurs dans la chambre, alors que c'est juste 2 visiteurs qui étaient acceptés. Il faut savoir souvent là, que la famille, elle a souvent environ 3-4 heures de route à faire parce qu'elle demeure dans une communauté qui est éloignée. Fait que nous, les Allochtones, on ne pense pas à ça. Donc, de se faire dire par le personnel, ben, les règles, c'est pareil pour tout le monde. Eh bien, non. Il est important justement que les Allochtones s'adaptent. C'est ce que nous avons appris. Ensuite, du côté d'accueillir un nouveau résident, d'apprendre quelques mots de sa langue en lui disant bonjour dans sa langue, ça va permettre aux résidents justement de se sentir plus en confiance, puis en même temps, c'est un signe de respect. C'est à peu près nos leçons, puis nos conseils qu'on aurait à faire pour les autres établissements. Nous, on aurait terminé notre présentation. Je vais arrêter. Sylvie, merci à toute votre équipe. Donc, c'est un beau projet. J'imagine que la vidéo va circuler un peu puis pouvoir inspirer d'autres établissements à faire des projets similaires. Donc, on serait maintenant rendu à la période de questions où il y en a qui veulent aussi commenter, partager s'il y a des initiatives aussi là, dans leurs établissements. Donc, je ne sais pas si j'ai pas vu. Il y avait une question là, sur l'application, on l'a traité là, tout de suite sur le coup. Mais s'il y en a qui veulent partager ou poser des questions, là, il nous resterait un petit 15 minutes.
Donc, je ne vais pas de main levée. Pas se gêner, hein, c'est notre petit moment d'échange, là. En plus, on n'a pas beaucoup de temps, on a 15 minutes. Il y a Françoise, ma collègue, qui aurait une question, qui est bien impliquée aussi dans les dossiers aînés, qui anime avec moi la communauté pratique aînée. Donc, Françoise, je ne sais pas si tu veux ouvrir ton micro. Oui, bonjour. Ben, je me permets juste parce que il n'y a pas d'intervention là, du public, mais je me posais la question, c'est si le déplacement, tout ça est un enjeu, est-ce que ça a été réfléchi d'utiliser là, les lunettes là, de réalité virtuelle pour faire un peu pour faire voyager les personnes autochtones dans leur lieu, finalement, dans leur communauté. Parce que je sais que Gabrielle, tu as déjà animé là, un webinaire justement là-dessus, des initiatives dans certains CHSLD. Fait que je me demandais si ça avait été envisagé. Bon, on peut peut-être commencer par demander si c'est déjà un sujet qui a été traité par nos conférencières. Mais c'est vrai qu'on avait eu une activité là-dessus, puis on amenait les gens sur une plage, dans la forêt, pour quelqu'un qui avait été bûcheron, par exemple. Donc, Ouais, ben moi, je vais laisser Marie-Ève, parce que je sais qu'au CHSLD Boréal, les lunettes sont utilisées. On l'a mis dans l'application GoTalk Now, donc j'imagine que oui. En fait, je me demande, Caroline, toi, es-tu en mesure de répondre? Oh, on t'entend pas. Pour les lunettes, oui, c'est une bonne idée s'ils veulent voir, mais c'est vraiment le besoin de socialiser qui est là et pas seulement les paysages. Parce qu'on est à côté de la nature, là, on est à côté d'un lac, fait que, tu sais, on est capable d'aller sur la nature, d'aller voir dehors, mais c'est vraiment le côté socialisation culturellement avec les gens qui parlent leur langue. Fait que c'est pas, oui, c'est une bonne idée, mais c'est pas seulement que l'image. je pense que ça peut peut-être servir de tremplin, peut-être à ouvrir une discussion sur, c'est ça qu'on avait vu un peu dans l'activité avec les lunettes, que, tu sais, ça pouvait ouvrir un dialogue après sur, comme vous le faites déjà avec l'application de langue, là. Mais en tout cas, on vous laissera explorer. Je vois Janaïna qui veut réagir, là. Je sais pas si c'est là-dessus ou tu as une autre question, Janaïna. Oui, c'est en fait une question technique. Premièrement, j'ai beaucoup aimé les partages aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. J'ai bien aimé la vidéo. Je pense qu'on est ici aussi de la Montérégie-Ouest. On est en train de lancer un dépliant pour les droits des Autochtones dans la santé. Et j'ai beaucoup aimé les vidéos. La question, c'est, vous avez des Autochtones qui participent dans la vidéo. Comment que vous faites? Est-ce que vous payez les personnes participantes? Dans quoi que vous c'est basé? Est-ce que c'est à partir d'un partenariat? Comment que vous faites ça? Sylvie, est-ce que tu peux répondre? Pardon, est-ce que vous pourriez répéter parce que j'ai La pas question, c'est entendu. Ah oui, est-ce que non, les OK. personnes autochtones, est-ce que les Oui. personnes autochtones qui participent aux vidéos sont rémunérées ou ont une forme de compensation? Non, 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 non. Ça a été avec volontariat, autant du côté des employés, là, la personne de l'équipe de sécurisation culturelle, autant l'infirmière auxiliaire que le résident, là, ça a été par volontariat. Ils n'ont pas été rémunérés. Merci, Ça Sylvie. répond? Oui. Monsieur Noël. Oui, voilà. Bon, merci, Gabriel. D'abord, je voudrais féliciter là, le 6B James et 6MCQ pour le travail qui a été fait. Bravo. J'ai beaucoup apprécié cette présentation. J'ai trouvé pertinent aussi l'utilisation du système GoTalk Nord et avec l'intégration des pictogrammes pour faciliter la communication. Euh, je trouve que même si ça pourrait être étendu à d'autres clientèles, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai que même nous,
avec les usagers en déficit cognitif, ça pourrait certainement être aidant d'avoir des images pareilles. Alors voilà. Ensuite, ben, les témoignages aussi des personnes et puis les petites vidéos que vous avez faites sur la bientraitance, c'est tout à fait intéressant. Et puis, je pense même que peut-être ça pourrait être partagé à d'autres CIUS, là. Je pense que ça pourrait certainement donner des idées. Moi-même, j'ai travaillé sur le projet Bien-traitance et puis on a fait aussi à Gaspésie des capsules vidéo du genre mais nous, c'était en animation. Donc, si jamais ça vous intéresse, je pourrais aussi vous envoyer le lien puisque c'est disponible et puis c'est des animations toutes simples là, faites euh, au dessin. Voilà. Donc, je le rends disponible là, dans le fil de discussion si jamais ça intéresse des personnes, d'autres personnes. Alors voilà. Merci à vous. Bonne journée. Merci, M. Noël. Oui, je pourrais aussi l'ajouter là, dans les éléments partagés sur la page post-activité. Merci. Donc, je vois la main de Caroline. Oui, merci. En fait, je voulais répondre à ce que Françoise posait comme question par rapport aux lunettes. Je trouve l'idée vraiment intéressante. Nous, on n'en a pas en Mauricie, Centre du Québec, dans nos CHSLD, mais je repense à notre résident qui dit qu'il a passé sa vie dans le bois. Donc, ça pourrait être tout à fait pertinent pour un résident comme ça de pouvoir lui permettre de vivre une expérience de la sorte. Donc, c'est sûr que ça fera sûrement partie de demandes à nos fondations dans les prochaines années qu'on pourrait intégrer ça dans certains CHSLD. Donc, ça, c'est pertinent pour nous. Contrairement aux collègues à la baie James, hein, vous êtes vraiment en pleine nature. Ben, nous, à Trois-Rivières, Bécancour, Nicolet, Yamaska, c'est assez urbain. Alors, c'est très, très pertinent d'y réfléchir puis de regarder cette avenue-là. Puis aussi, Janaïna posait la question là, sur la rémunération. Puis ça m'a fait penser, je trouvais ça pertinent et intéressant de mentionner comment cette expérience-là des capsules vidéo, entre autres là, sur la bientraitance en lien avec la sécurisation culturelle, comment ça leur rejoint plusieurs personnes dans notre CIUS qui ne sont pas des gens qui sont issus de la direction SAPA hébergement. Euh, je, je- Kim Gabriel est avec nous, mais il y a l'implication aussi de la gestionnaire des soins intensifs du Char à Trois-Rivières, qui est la personne qui nous parle, qui est de son oncle et là, ben, on a quelqu'un qui est de l'intérieur du CIUS, mais en même temps qui a son vécu d'expérience proche partenaire à travers tout ça. Donc, ça rejoint, ça va au-delà de la frontière des CHSLD puis des maisons des aînés. Alors, ça, j'ai beaucoup, pour moi, ça a été très touchant de voir toute cette ouverture-là. Puis quand on se met tous ensemble, on peut faire la différence. Donc, je voulais le souligner. Merci beaucoup, Caroline. Donc, j'ai partagé dans le clavardage la page post-activité de l'activité qu'on avait eue avec le 6 Chaudière-Appalaches, où on avait présenté justement l'utilisation là, de la réalité virtuelle et aussi d'une table là, virtuelle aussi. Donc, je vois pas d'autres mains levées. Donc, je vois pas d'autres questions non plus. Donc, je vais y aller avec la conclusion. Donc, je vous remercie là, à tous les présentateurs présentatrices d'aujourd'hui, d'avoir pris le temps de partager votre expérience puis les apprentissages que vous avez tirés de vos initiatives. Je pense que c'est des éléments qui sont inspirants et très pertinents là, pour aller vers des milieux de vie qui sont culturellement sécurisants. Donc, je vous ai partagé aussi le lien du sondage d'appréciation dans la fenêtre de clavardage. Donc, merci de prendre quelques minutes là, pour le remplir. Vos retours sont toujours précieux là, pour améliorer nos activités.
Je voudrais rajouter aussi que c'est sûrement la première activité sur cette thématique-là, dans le sens où quand on avait essayé de recenser les initiatives inspirantes qu'il y avait pour faire une activité sur cette thématique-là, ben, il y en avait trop pour faire une seule activité. Et on avait demandé aux gens qui préféraient présenter là, au printemps, qui peut-être préféraient présenter à l'automne prochain. Donc, ça se peut qu'il y ait une deuxième activité conjointe là, sur cette thématique-là à l'automne. Donc, restez à l'affût. Sinon, voilà, merci à tout le monde, merci aux participants, merci à notre traductrice Sophia, merci aussi à ma collègue Françoise là, qui a aidé à l'animation. Normalement, il devrait y avoir une autre activité, dernière activité pour la CDP aînée et une dernière activité pour la CDP en sécurisation culturelle avant de clore l'année et de passer à l'évaluation de notre communauté de pratique. Donc, au plaisir de vous retrouver chacun des membres dans leur communauté de pratique pour notre dernière activité de clôture. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui, puis bonne fin de journée.